Bonjour Pierre Lellouche. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes député UMP de Paris, vous êtes ancien ministre des Affaires européennes. Cet après-midi à l'Assemblée nationale, le gouvernement va solliciter le soutien sur la poursuite de l'opération en Centrafrique. Vous étiez sur place à Bangui il y a une semaine. Est-ce que vous allez voter pour ? Je suis tenté de voter contre le maintien de nos forces, sauf si le gouvernement s'engage tout à fait solennellement devant la représentation nationale sur des choses tout à fait essentielles. Et je le dirai tout à l'heure devant le groupe. Quels sont les points qui pourraient vous faire changer d'avis, qui pourraient vous faire voter pour ? Non, mais changer d'avis, non, parce que l'opération est mal engagée depuis le début. Vous ne voterez pas pour ? Attendez, voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris une décision improvisée sur la base de renseignements militaires sans doute défaillants. On a complètement sous-estimé le degré de violence, de surarmement. Il y a des armes partout à Bangui. On vend des grenades chinoises à moins de 35 centimes d'euros sur les marchés. Donc tout le monde a des armes. Il y a une violence, un ressentiment qui s'est accumulé depuis le coup d'État du mois de mars dernier, qui est incroyable. Et il y a beaucoup de haine. Ce que je voudrais comprendre... Et donc nos soldats, ils sont dans une situation impossible où ils ne peuvent ni tirer, parce que ça serait prendre parti dans cette guerre interreligieuse, soit ils peuvent pas non plus arrêter qui que ce soit, parce qu'il n'y a pas de gendarmes. Donc ils font quoi, nos soldats ? Ils sont impuissants ? Les malheureux, ils patrouillent. Ils se battent dans des conditions très difficiles. Ce que j'ai vu monter, c'est une haine anti-France des deux côtés qui m'est problématique. Voilà. Mais ce que vous dites on a mis des soldats. Pierre Lellouche, ce que je voudrais quand même comprendre, c'est que vous dites, je suis tenté de voter contre. Oui. Qu'est-ce qui peut vous faire changer d'avis ? Alors, ce qui peut me faire changer d'avis, c'est que le gouvernement solennellement déclare cet après-midi, qu'il y a une date de retrait. Et cette date de retrait ne saurait excéder le mois de février de l'année prochaine, puisque la présidente, par intérim, nous a demandé de rester jusqu'aux élections. Donc ça, vous seriez OK jusqu'en février, mais pas au-delà. Voilà, donc une date de retrait. 2, une transition à quelque chose d'autre, parce qu'il n'y avait aucune préparation diplomatique. Préparer la suite. Bah oui, Hollande, il est parti dans cette guerre-là sans préparer. Il s'appuyait soi-disant sur une force africaine qui est en fait désarmée et qui ne tient pas bien le terrain. Il y a quand même 6000 soldats africains sur place. Bah oui, mais 6000 soldats qui malheureusement sont très peu équipés, n'ont pas les moyens logistiques de se déplacer dans le pays. On est en train de leur transférer des responsabilités dans Bangui même, mais même là c'est difficile. Ok, donc une date de retrait, un accompagnement diplomatique par l'Union européenne et l'ONU. Il faut qu'on ait une mission. Il faut qu'on ait une mission de l'ONU, une opération de maintien de la paix qui prenne en charge la suite. Et en 3, il faut qu'on ait des informations sur le coût de l'opération, parce que cette opération, elle n'est pas budgétée. Or, elle a déjà coûté... Jusqu'où est-ce que vous accepteriez de soutenir ? Jusqu'à quel chiffre ? Aujourd'hui, on dit 150 à 200 millions pour une année. Pour l'instant, ça a coûté plus d'une centaine de millions. C'est pas le coût qui est le problème, c'est que ça n'est pas budgété dans le budget de la nation. L'année dernière, il faut savoir que la France a dépensé 1,3 milliard d'euros pour ses opérations militaires extérieures. Or, seulement 430 millions sont dans le budget de la défense. Et le delta entre les deux, c'est-à-dire 700 ou 800 millions d'euros, c'est de l'argent qui est supprimé à l'équipement de l'armée française. Donc c'est double peine, si vous voulez. Est-ce que vous vous dites, il est possible que le gouvernement m'apporte ses réponses tout à l'heure et que du coup, à la fin, au moment de voter, c'est-à-dire en fin de journée, j'accorde mon vote. Je donne D'abord, ce matin, nous allons avoir un débat à l'intérieur du groupe UMP, d'abord du bureau, puis du groupe élargi. Un autre collègue à moi, Yves Fromion, est allé sur place. Il a lui aussi écrit, comme moi, une note à l'ensemble des députés en donnant le point de situation sur le terrain, qui n'est pas bon et qui est problématique pour notre pays. Donc la tentation que nous avons, c'est de dire cette opération n'est pas une bonne opération, ça n'est pas l'armée française qui va répondre aux problèmes. Mais il fallait y aller. La Centrafrique, même là-dessus, vous êtes d'accord ? Attendez, 2 secondes. La Centrafrique, il faut reconstruire un État qui n'existe plus. Imaginez-vous un État où pas un fonctionnaire n'a été payé depuis 6 mois. Mais est-ce que la France, est-ce que ce que vous dites, c'est que la France n'aurait pas dû y aller ? Écoutez, non, honnêtement, non. Dans les conditions, ou alors il fallait y aller très tôt, au moment du coup d'État au mois de mars, et empêcher la Séléka, c'est-à-dire les milices musulmanes qui pour la première fois a pris le pouvoir de faire la répression qu'ils ont fait, ou bien il fallait intervenir tôt et fort, ou bien après, franchement, ça nous met dans une situation impossible où on ne se fait critiquer. De les laisser se massacrer entre eux, c'est quand même ça l'alternative, non ? Mais madame, à ce compte-là, vous voulez qu'on aille aussi au Sud-Soudan ? Est-ce que vous voulez qu'on aille au Venezuela ? À partir du moment où la Centrafrique nous appelle, est-ce que c'était pas le rôle de la France que d'y aller ? Qui nous a appelés en Centrafrique ?
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y avait quand même une demande française, non, ça? Mais il y a argument-là, vous ne naturellement, l'entendez pas? si vous voulez, le problème de cette politique africaine, et ça fait 60 ans que ça dure, on en est à 15 coups d'État en Centrafrique, 6 interventions françaises. C'est plus notre problème. Au bout de la journée, où on en est? Voilà un pays qui n'existe pas en tant qu'État, qui n'existe pas en tant que nation, et on envoie l'armée française résoudre des problèmes qui ne sont pas des problèmes militaires. C'est pas un problème d'armée, c'est un problème d'État de droit. Aujourd'hui, on tue dans Bangui de façon totalement impunie. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de policier, il n'y a pas de gendarme. Vous voulez faire ce boulot-là? Il y a l'argent pour le faire. À l'heure qu'il est, Pierre Lelouch, vous votez contre, mais avec l'idée qu'éventuellement, si le gouvernement vous convainc, vous puissiez... C'est-à-dire que le gouvernement doit nous amener à sortir de là. Engager la force militaire, moi je ne suis pas franchement un pacifiste, mais quand on engage la force militaire, on doit savoir comment on sort. Dans l'affaire du Centrafrique, croyez-moi, on n'a pas l'ombre d'une idée, et en plus on a mis nos soldats dans une situation impossible, dans une opération qui n'est pas une opération militaire. En Centrafrique, il n'y a pas d'ennemis. La France n'a pas d'ennemis. On est dans une opération de police extrêmement violente, avec des effectifs qui sont insuffisants. Insuffisant pour la ville et insuffisant pour tout le pays. Si on y est, il va falloir y en avoir plus. On a déjà 400 soldats de plus qui sont partis. On a commencé par 1200. On en est à 1600, plus aujourd'hui 2000, plus les gendarmes. Et pour vous, vous vous dites sincèrement qu'il va falloir qu'il y en ait plus, c'est un engrenage? Ça suffit pas. Dans un mois, il pleut, donc les routes sont impraticables. Donc, il faut des moyens aériens. C'est que probablement dans les semaines, dans les mois qui viennent, le gouvernement va annoncer d'autres renforts. Ça me paraît inévitable, à moins qu'il ait miraculeusement trouvé des volontaires pour aller en Centrafrique. Pour l'instant, il se boucule pas. Vous étiez à Bangui la semaine dernière et juste avant, vous étiez à Kiev. François Hollande, justement, sur l'Ukraine, s'est entretenu hier avec Vladimir Poutine. Il a insisté sur l'importance de l'intégrité territoriale du pays, nécessité d'une transition pacifique, soutien financier. Est-ce que François Hollande sera entendu? Écoutez, le coup de téléphone d'hier est bienvenu. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est un peu tardif, là aussi. Ce qu'ont fait les Ukrainiens... Parler aux Russes, c'est bien, il aurait fallu le faire plus tôt. Il faut parler aux Russes et il faut que la France s'en mêle. Ce que je dis, c'est que ça fait 3 mois que les Ukrainiens sont dans la rue. On ne peut pas dire que c'est grâce à l'Europe qu'ils se sont libérés. Ils se sont dressés contre la décision de Yanukovych de ne pas signer l'accord d'association avec l'Europe, donc ils se sont battus au nom des libertés. Moi, je les ai vus, ils étaient prêts à donner leur vie. Bon, certains l'ont donné d'ailleurs. Cela dit, ils étaient tout seuls. Les Européens n'étaient pas là. Alors, les Français, singulièrement, pas là du tout. On a une responsabilité ? Bien sûr qu'on a une responsabilité. C'est un État énorme au centre de l'Europe. Il nous appartient aujourd'hui d'être complètement avec eux. Est-ce qu'il y a un risque de guerre froide ? Oui. Il y a un vrai risque de guerre froide. Est-ce que nous, les Français, on peut faire quelque chose pour l'éviter ? Oui, et il faut le faire en montrant, une détermination très forte à aider ce pays. Ce qui n'a pas été le cas des Européens. Tout le monde se cache depuis des années. L'Ukraine, c'est trop grand, c'est trop compliqué pour que ça rentre en Europe. Donc on les tient à l'écart. C'est un peu comme la Turquie. Mais est-ce qu'ils auraient leur place en Europe ? Complètement. Complètement. Pour vous, ils pourraient adhérer à l'Union européenne. Pour moi, l'Ukraine est un pays européen, mais ils sont pas prêts. Ça doit être ça l'horizon qu'on peut leur proposer. Ils sont absolument pas prêts à le faire aujourd'hui. La classe politique ukrainienne est par terre, mais ils ont une économie riche, très forte agriculture, très forte industrie lourde, très forte industrie aéronautique. Mais vous seriez prêt à dire, chiche, proposons-leur comme horizon, s'ils sont prêts un jour, de rentrer dans l'Union européenne. S'il y avait un peu plus de courage politique en Europe, on l'aurait déjà fait. Simplement, qu'est-ce qui se passe avec les hommes politiques européens ou les femmes politiques ? Ils savent très bien que l'élargissement n'est pas populaire. On a peur pour notre agriculture et on dit surtout pas. Mais vous seriez prêt à prendre ce risque ? Mais bien sûr. Vous qui avez été en charge justement de l'Union européenne. Autant on peut s'interroger pour le point de savoir, à mon avis à tort, si la Turquie fait partie ou pas de l'histoire européenne. Mais sur l'Ukraine, il n'y a pas photo. Kiev est une ville européenne, il suffit d'y aller. Alors après, on va dire, ah oui, mais il y a l'Est et puis il y a la Crimée. Mais enfin, ce pays-là... on les prend. Non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis, il faudrait déjà qu'on envoie un signal aux Ukrainiens qui sont battus pour la liberté et nos valeurs. Leur élection, ça va être le jour d'élection européenne. Donne-leur des visas. Libre circulation pour les Ukrainiens. Croyez-moi, vous changez tout. Ça pourrait être un des signes. Mais oui, parce que malheureusement, leur classe politique, elle est largement corrompue. Elle n'a pas été très bonne. Moi, je me suis battu il y a 10 ans pour l'élection de M. Yushchenko. Ça fait 2 fois que la révolution orange triomphe et 2 fois que les Russes essayent de la bloquer. Donc, arrangeons-nous cette fois-ci. Pour qu'on trouve les financements et les aider à passer ce moment difficile. C'est un pays riche. C'est un pays très riche, l'Ukraine. Très corrompu. Oui, mais
l'ouverture de la classe politique, elle va se faire par l'ouverture des visas, par les contacts avec l'Union européenne. Faisons un geste. Si on dit, comme hier, l'Union européenne, attendez vos élections, quand vous aurez fait vos élections, que vous aurez réfléchi à vos réformes, peut-être qu'on vous aidera. C'est pas ça, c'est qu'on va donner aux Russes le temps d'intervenir 25 fois pour rendre les choses très compliquées, comme ils l'ont fait en Géorgie ou ailleurs. À propos de chefs d'État étrangers, Nicolas Sarkozy sera à Berlin avec Angela Merkel vendredi. C'est quoi le message? C'est qu'il y a une diplomatie parallèle? Ah ça je sais pas. Bon, il a des relations personnelles avec beaucoup de chefs d'État. C'est son droit le plus strict d'aller voir des. Pour vous, c'est une bonne chose? Qu'il continue à avoir des contacts. À se montrer également, notamment comme vendredi, aux côtés d'Angela Merkel. Se montrer, ça dépendra du souhait de Madame Merkel d'en faire un spectacle ou pas, mais ça me choque pas qu'un ancien président, vous savez, Bill Clinton le fait aussi, d'aller voir des chefs d'État en position. C'est quoi Nicolas Sarkozy aujourd'hui pour la droite? Est-ce que c'est l'espoir ou est-ce qu'au contraire c'est celui qui bouche l'horizon? C'est les deux, selon que ça des gens bouche à un qui peu vous parlez. l'horizon quand même. Non, mais il y a des gens qui sont absolument convaincus que la droite sera sauvée par le retour de l'empereur de l'île d'Elbe, et puis il y a d'autres gens qui pensent que l'île d'Elbe ça le fait pas. Moi, je dis que dans l'histoire du monde, et j'ai encore me fait engueuler, je le sens, mais je le dis quand même. Allez-y. Non, attendez, j'ai beaucoup d'estime, de respect pour Nicolas Sarkozy. Ça commence en plus, il a fait de moi un ministre, ce qui n'était pas le cas de son prédécesseur. Donc, j'ai plutôt de l'affection pour lui. Mais je dis, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui va le booster, que je ne connais pas d'exemple dans l'histoire, sauf Winston Churchill, d'un Premier ministre, d'un président battu à une élection qui a réussi à faire un comeback. Est-ce que Nicolas Sarkozy est Winston Churchill? L'histoire le dira. Mais très franchement, je pense que le parti a besoin de se reconstruire sans se tourner vers des figures tutélaires ou des. Est-ce que le parti peut se reconstruire tant que Nicolas Sarkozy est comme une ombre? Le parti va très mal aujourd'hui. Soyons clairs. Encore aujourd'hui? Oui, bien sûr. 21 mois après la défaite, le parti va très mal. Bien sûr, il est largement stérilisé, il va pas bien. Et moi, ma responsabilité, c'est de le dire parce que j'en ai marre. Voilà. Je souhaite que les Français aient en face d'eux une opposition en état de marche, ce qui n'est pas le cas. Voilà. C'est quoi le problème? C'est un problème de chef? C'est bien sûr un problème de chef, un problème d'absence de travail suffisant sur le projet. Est-ce que c'est Jean-François Copé le problème? Je vous donne un exemple. Soyons très clairs, Pierre Lelouch. Est-ce que le problème c'est Jean-François Copé? On va pas personnaliser les choses, puis moi je suis pas procureur. Mais bon, évident qu'il y a un problème. Quand vous pensez que la priorité aujourd'hui, moi j'ai vécu ça, la préparation des élections européennes, la priorité absolue, c'était de désigner les gens avant de savoir ce qu'on allait dire aux Français. Donc on s'est trompé. On fait des batailles qui durent des semaines pour savoir qui est tête de liste là ou là, et on ne sait pas encore ce qu'on va dire aux Français. Ce qui est quand même ennuyeux. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai problème de fond sur l'Europe. À nous de trouver le bon discours. Et je considère que ce travail préparatoire a été insuffisant. Avant les européennes, il y a les municipales. Et le problème d'un parti politique, c'est d'abord de fabriquer une colonne vertébrale idéologique. Avant les européennes, il y a les municipales. Est-ce que malgré tout, vous êtes confiant? Sur les municipales, je pense qu'on va gagner, mais pas autant qu'on aurait pu si les Français avaient en face d'eux une opposition en état de marche. Quand Jean-François Copé dit ces élections municipales, ça doit être le moyen de dire stop à François Hollande. Est-ce que c'est pas accepter tout simplement que vous soyez élu uniquement par rejet et pas par adhésion? C'est toujours le cas des élections intermédiaires, mais je pense pas d'ailleurs que ce soit le seul moteur d'une élection municipale. Il y a beaucoup d'éléments locaux qui jouent. Par exemple, à Paris, on a une sociologie parisienne particulière qui joue plutôt dans le sens de Madame Hidalgo et un mode de scrutin qui joue fortement dans le sens de Madame. Ça veut dire que grosso modo, quand on vous écoute, vous vous dites que pour Paris, la droite c'est mort. Non, j'ai pas dit que c'est mort, j'ai dit que c'est très difficile parce qu'on partait de toute façon avec 24 sièges de retard et une sociologie qui fait que nos électeurs, les classes moyennes, sont poussés dehors. C'est ennuyeux, c'est très compliqué pour Nathalie. Vous dites, on partait de toute façon avec du retard, mais vous estimez donc qu'il n'a pas été rattrapé? Je pense qu'on a probablement, on va rattraper en partie. Est-ce qu'on va être capable? Ça va dépendre de l'abstention à gauche. Si les couches populaires qui sont encore dans Paris, dans l'Est parisien, il n'y a plus tellement, si ceux-là ne vont pas voter parce qu'ils sont déçus par la gauche, alors on a une petite chance. Mais c'est très compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se joue en face, mais pas chez vous. Chez vous, finalement, c'est pas là qu'est le moteur.
Soit ça se dégonfle en face, et dans ces cas-là, vous estimez que vous pouvez gagner, mais c'est pas parce que vous aurez réussi à créer la dynamique. Je pense que Nathalie Kosciusko, elle tranche, elle a marqué les esprits, elle marque les esprits, et en face, on a une héritière. Mais elle n'a pas gagné la bataille, quoi. C'est très difficile. Je lui ai toujours dit, depuis plus d'1 an qu'on parle de cette affaire, que Paris était devenu un endroit très compliqué à cause du mode de scrutin qui amplifie... Vous partiez un peu défaitiste, quoi. Non, mais attendez, on a une élection qui a été modifiée par Gaston Defferre en 1982. Quand Mitterrand est élu, il trouve en face de lui Jacques Chirac, élu au suffrage universel direct. Rappelez-vous, la première élection... Ce qui n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas. Ce qui n'est plus le cas. Donc on a eu... Quand Delannoy a été élu la première fois, on était majoritaire en voix à droite et il a été élu. Donc c'est bien qu'il y a un problème de mode de scrutin à Paris. Donc c'est pas la peine de tourner autour du pot. Et il y aura aussi la question des triangulaires. Je voudrais simplement qu'on dise un mot de Forbach. On a reçu un sondage IFOP ce matin qui dit que Florian Philippot, le candidat Front National, arriverait en tête au premier tour à Forbach et le candidat UMP serait loin derrière, 3e à 17%. S'il y a une triangulaire, le FN pourrait gagner. Est-ce que, dans le cas de Forbach, mais dans ce genre de cas, si ça se présente, est-ce que la droite, quand elle arrive 3e et qu'il y a un risque que le candidat Front National soit élu, est-ce que le candidat de droite doit se retirer? Si la droite fait ça, elle se suicide. Ce qui est en train de se passer dans ce pays, c'est que le Front National est en train de monter partout parce que nous sommes faibles et inexistants sur le plan programmatique. Donc je dis inexistants parce qu'on n'est pas assez fort. On ne s'est pas emparé des problèmes fondamentaux qu'a le pays, à commencer par la croissance économique, les dépenses publiques, la sécurité et l'immigration de façon forte et audible. Donc les gens se détournent. Donc ça veut dire que dans ce genre de cas, même s'il y a risque du coup que le candidat Front National soit élu, le candidat UMP se maintient. Écoutez, évidemment, sauf à fermer boutique et à donner les clés au Front National. C'est ça qu'on veut. Si on veut donner les clés au Front National, il faut faire ça. Si on veut continuer à exister comme droite et centre républicain, alors à nous de travailler sur le fond et de nous battre sur le terrain. Mais c'est pas en donnant les clés à l'adversaire. Le risque qu'il y ait un certain nombre de candidats Front National qui soient élus et qui auraient pu ne pas l'être. C'est pas moi qui assume le risque, c'est par le fait que nous sommes pas assez existants que ça fait monter des forces extrêmes. Donc, de toute façon, la situation économique en gros, il faut pays, se remonter les manches et il faut bosser. Ah ben c'est d'abord ça. Trouver un chef, fabriquer un programme, et c'est comme ça qu'on va gagner. Pour l'instant, on va probablement gagner ces élections municipales, mais plutôt par défaut qu'autre chose. Et il n'y a pas encore d'adhésion. Cette adhésion, à nous de la fabriquer. Le travail reste à faire d'ici à 2017. Un mot sur les manifestations ce week-end à Nantes. Grave débordement. Manuel Valls a pointé la responsabilité de groupes d'extrême gauche. Est-ce qu'il faut les dissoudre? Manuel Valls, il m'amuse de plus en plus, lui. Ah, il vous fait marrer? Ah oui. Un jour, il nous traite de terroristes dans l'hémicycle, de complices des terroristes. Pas. Ensuite, hyper sénère, quand je le croise, je lui dis, attends, on n'est pas aussi février 34, il me dit, je t'emmerde, je dis, moi aussi. Oui, maintenant, visiblement, ça a été assez vif, c'était dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Ce monsieur a tendance à perdre ses nerfs. Il ferait mieux de savoir où il habite par rapport au vert. Moi, je ne comprends pas qu'un gouvernement fonctionne avec une partie du gouvernement qui dit, moi je vais manifester, ça se termine par une casse, rien ne se passe. Il y a 3 lampistes qui payent, mais Madame Duflot est toujours là. Madame Duflot devrait démissionner. C'est un minimum de dignité, un minimum. Comment voulez-vous que les Français, les Français aient un respect pour les gens, ceux qui font de la politique, quand il n'y a même pas un minimum de dignité? Des gens qui appellent à manifester, ça se termine par une casse. Même gouvernement, mais ils s'en vont. Et le Premier ministre, il a un minimum de colonne vertébrale, il les vire. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce gouvernement, cette pétaudière ambulante? Et sur le constat de Manuel Valls sur les groupes d'extrême gauche, est-ce que le constat est juste? Est-ce qu'il faut les dissoudre? Il a qu'à les interdire. C'est son job, il est ministre de l'Intérieur. C'est comme Dieudonné. On utilise des arrêtés interministériels pour interdire des spectacles. Mais il y a une loi. Elle punit de 1 an les propos antisémites et de 5 ans le négationnisme. Où est l'instruction pénale qui va condamner les gens, soit dans des spectacles, soit dans la rue, qui se baladent avec des panneaux antisémites? Un mot sur la PMA. Où elle est l'application de la loi? C'est une information RMC ce matin. Le ministère de la Justice serait en train de préparer une note à l'adresse des procureurs de France pour permettre aux couples lesbiens l'adoption des enfants nés par PMA. C'est scandaleux. La ministre de la Justice peut pas faire la loi. C'est pas la République. La République donne ce droit à l'Assemblée nationale. Donc ça ne doit pas passer comme ça, dans la loi, madame, dans la loi, je vais être absolument clair, parce que il se trouve que je suis un des 3 députés UMP à m'être abstenu. Il y avait Nathalie Kosciusko, Bruno Le Maire et moi.
Et Dieu sait qu'on n'est pas très populaire de Mais cette là, blasphémie. en revanche, vous dites Mais c'est scandaleux. qu'est-ce qu'il y avait dans cette loi? Il y avait la reconnaissance du mariage homosexuel et la reconnaissance de l'adoption. Il n'y a pas de PMA et il n'y a pas de GPA. Donc ça ne doit pas passer par une note du ministère de la Et Justice. ça veut dire quoi? Que madame la garde des Sceaux s'arroge le droit de faire la loi elle toute seule dans son coin? Mais c'est gravissime. C'est gravissime. C'est un abus de pouvoir. Ce sera le mot de la fin. Merci C'est un beaucoup abus Pierre de Lellouche pouvoir. d'avoir été notre invité. Merci madame.